Bonjour et bienvenue à ce 12e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc et le Cercle marocain des... Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc et sera accompagnée aujourd'hui de Salma Agdad, éditrice chez LexisNexis. La fermeture des frontières du pays depuis le 16 mars dernier et la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 mai prochain mettent à mal le secteur du tourisme au Maroc, qui subit de plein fouet cette crise sanitaire et économique. Un projet de loi adopté en Conseil de gouvernement le 30 avril, dont l'objectif est de venir en aide aux professionnels du tourisme, vient d'être présenté par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale, Nadia Feta Alaoui, devant les députés de la Commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants, qui tenait aujourd'hui même une séance plénière consacrée à l'examen et au vote de ce projet de loi. Nous avons justement l'honneur aujourd'hui d'accueillir un membre de la Chambre des représentants, ancien ministre du Tourisme du Maroc, Monsieur Lassen Haddad, pour évoquer ensemble le contenu de ce projet de loi et envisager les pistes à suivre pour limiter l'impact de la crise du Covid-19 sur le tourisme. Monsieur Haddad sera accompagné de Maître Mohamed Oulkouir, avocat spécialisé en contentieux social, qui nous apportera un éclairage sur les aspects juridiques des mesures de relance envisagées pour sauvegarder le secteur du tourisme au Maroc. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que nos intervenants apportent une réponse en priorité. Je passe donc maintenant la parole à Monsieur Haddad. Monsieur Haddad? Allô, vous m'entendez? Oui, Monsieur Haddad, nous vous entendons. Allez-y. Voilà. C'est à vous. Donc, j'ai dit merci beaucoup à Alexis Maroc d'avoir organisé ce webinaire. C'est très important d'avoir ce genre de débat, surtout en ces moments. Et puis, d'autant plus que la technologie le permet et permet une interaction avec des personnes qui peuvent se trouver dans des localités loin l'une des autres. Alors, je suis ravi de pouvoir parler d'un secteur qui m'est très cher. C'est un secteur que je connais très bien, étant ministre pendant 5 ans et ayant accompagné les... Monsieur Haddad, on ne vous entend plus. Monsieur Haddad? Oui, Oui, c'est bon, on vous entend. Allez-y. oui, je suis là. On a une petite coupure, allez-y. Donc, j'ai dit que c'est un secteur qui a... Monsieur a un petit problème de son. Est-ce que vous êtes là? Allô, oui, je suis là. Alors là, on vous entend, mais on a des coupures de son régulièrement. Peut-être que... Attendez, je vais peut-être... ne... Est-ce que c'est mieux maintenant, comme ça? Oui, là, on vous entend. On n'a pas de coupure. D'accord. Donc, peut-être ce sont les headphones qui ont fait ça. Donc, je répète, le Allez-y, tourisme, oui. le tourisme, c'est l'un des principaux fournisseurs de devises pour le Maroc, avec environ 7,6 milliards de dollars. Il est également le chiffre d'affaires du tourisme, ça avoisine quelque chose comme 130 milliards de dirhams, qui est 13 milliards de dollars.
Et puis, il emploie quelque chose comme 750 000 emplois directs avec des emplois qui sont indirects. Donc, il est très important pour le PIB. Et le secteur du tourisme, c'est un secteur structurant dans le sens où il y a pas mal de secteurs qui sont également liés, ils sont connexes avec le tourisme, comme par exemple l'artisanat. Elle est étroitement liée avec le tourisme, surtout l'artisanat avec une haute valeur ajoutée. Il y a également tout ce qui est industrie culturelle et industrie des festivals et tout ça, elle est liée au tourisme d'une façon directe. Et puis, bien sûr, l'aérien, le secteur de l'aérien, il est également lié, surtout l'aérien. Bon, vous savez, la RAM, elle contribue quelque chose comme 17 à 20% au tourisme marocain, mais ça reste quand même important, mais également pour les autres compagnies, que ce soit nationales, que ce soit internationales. Donc, en raison des réglementations en matière de confinement et de distanciation sociale, les fermetures de l'industrie, etc., toute l'industrie maintenant est en mode d'arrêt complet. La Confédération nationale du tourisme, elle a fait une estimation, elle a dit que la perte déjà, au moment où elle l'a faite, qui est en fin avril, est à 3,4 milliards de dollars, et je pense qu'on va aller ce chiffre, il est appelé à augmenter dans les semaines qui viennent. Juste là, l'industrie hôtelière, elle a perdu quelque chose comme 1,5 milliard de dollars sur la base d'une perte totale de 11 millions,6 de nuitées. Donc, c'est énorme c'est-à-dire c'est énorme les pertes. Et les prévisions, le problème avec le tourisme maintenant, c'est les prévisions de retour à la normale. Si on va revenir à une certaine normale, le retour, ça ne sera pas fait avant 2 ans à 3 ans. Donc, si le gouvernement intervient et évite et aide les entreprises en difficulté, euh, peut-être quelque chose comme 2 ans sera suffisante pour revenir à une certaine normalité. Si le gouvernement n'intervient pas, on va passer quelque chose comme 3 ans de difficulté, une période de récupération qui va s'étendre sur 3 ans et avec une perte de peut-être quelque chose comme 140 à 150 milliards de dirhams, qui est 14 ou 15 milliards de dollars sur l'espace de 3 ans. Donc, c'est un choix énorme pour le gouvernement à faire dans ce sens-là. Alors, quelles mesures les mesures importantes qui me semblent qui sont très importantes pour sauver le secteur. Moi, je pense que la première des choses, c'est tout ce qui est charge, que ce soit charge patronale pour tout ce qui est couverture sociale ou les charges fiscales, il faut les reporter pour un certain moment jusqu'à la fin de l'année. C'est pas suffisant ce qui a été fait pour l'économie en général, c'est-à-dire les reports jusqu'à juin, parce qu'il y a un problème de liquidité chez toutes les compagnies et toute l'industrie. La deuxième des choses, il faut revoir les crédits, il faut reporter les crédits et il faut que l'État intervienne pour que ce report-là ne soit pas traduit en hausse d'intérêt parce que c'est un recalcul, si vous voulez, de tableau d'amortissement, c'est ce qui est fait. Mais maintenant, l'État a accepté d'intervenir pour amortir, c'est-à-dire pour prendre en charge les intérêts. Je pense que pour le tourisme, il faut le faire, mais il faut le faire sur une période peut-être d'une année pour sauver le secteur. Je pense que la troisième des choses, c'est qu'il faut injecter de la liquidité dans le marché. Ce qu'il faut faire, c'est de donner des prêts, des crédits bancaires sur une période bien étalée, au-delà de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Moi, je pense 5 ans, avec zéro intérêt et avec un différé d'une année pour vraiment avoir donné la liquidité aux entreprises touristiques pour pouvoir payer les charges durant les mois qui viennent, durant la prochaine année, l'année prochaine, comme ça elles peuvent se préparer pour la reprise. Mais tout cela également, c'est-à-dire la reprise, dépend des marchés qui sont émetteurs.
C'est-à-dire il faut que les marchés européens, surtout le marché espagnol, le marché français, belge, italien, hollandais, allemand et anglais, il faut qu'ils reprennent, si vous voulez, leur couleur pour pouvoir animer le marché marocain, la destination Maroc. Donc la destination Maroc, surtout pour tout ce qui est tourisme externe, dépend de ces marchés-là. Et s'il y a peut-être une décision au niveau de l'Europe que les touristes vont pouvoir se déplacer seulement au niveau de l'Europe, je pense que le Maroc peut négocier quelque chose avec l'Europe pour pouvoir également bénéficier de ce tourisme qui est interne à l'Europe. Je pense également que parmi les choses et parmi les décisions qui doivent être entreprises, et on en parle maintenant, je pense que la ministre en a parlé, et même les professionnels, c'est comment dynamiser le tourisme interne, le tourisme des Marocains, en attendant la reprise de tourisme international. Le tourisme interne, c'est quelque chose qu'on a débattu tout le temps et qui a été si vous voulez, une politique qui n'a jamais donné les résultats escomptés. Le tourisme interne, il contribue à quelque chose comme 35 milliards de dirhams au tourisme marocain, c'est 3,5 milliards de dollars. Les Marocains vont plus à Marrakech et à Agadir. Des fois, ils sont les premiers, des fois, ce sont les Français qui sont les premiers comme touristes. C'est une haute valeur ajoutée parce que c'est une classe moyenne à un pouvoir assez important qui voyage vers toutes ces destinations. Mais malgré ça, il y a une certaine… la plupart des hôtels, la plupart des hôteliers préfèrent le tourisme externe, en général. Ça, c'est pas… Mais en général, s'il y a un choix à faire entre les touristes nationaux et internationaux, les hôtels préfèrent. C'est pas parce qu'ils sont étrangers, les autres sont marocains, mais parce que il y a un travail à faire sur toute l'année. Par exemple, quand vous avez un Théo qui vient et qui fait, si vous voulez, une réservation sur une vingtaine de chambres, une trentaine de chambres, une quarantaine de chambres, même si le prix il est beaucoup moins que ce que peut payer le Marocain, les hôteliers préfèrent ça parce que ça leur donne du travail toute l'année, alors que les Marocains ne peuvent voyager que durant les vacances. Et la destination Marrakech, en été, souffre. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains qui vont à Marrakech. Donc, ce sont seulement les vacances et surtout les vacances de l'automne et les vacances du printemps que les Marocains vont sur Marrakech et sur Agadir. Donc, ce sont ces contraintes-là. C'est une contrainte importante, c'est-à-dire que le mode tour opérateur fait que les hôteliers préfèrent travailler sur l'année tout entière et malgré le fait que la valeur, par exemple, de la réservation par hôtel, elle est beaucoup moins que ce que peuvent payer les Marocains qui viennent, si vous voulez, individuellement, ils ne viennent pas par le biais de Théo. Donc, c'est pour cela qu'on a toujours parlé de besoin d'avoir un Théo national. Mais peut-être c'est un peu dépassé. Ce qu'il faut avoir maintenant, il faut le mettre rapidement. C'est une plateforme de réservation au niveau national. Comme ça, les Marocains peuvent aller sur cette plateforme et faire des réservations avec des prix intéressants. Et à ce moment-là, on peut dynamiser, mais aller chercher, si vous voulez, les relais de croissance sur le tourisme national, c'est beaucoup d'autres secteurs que seulement le secteur de la classe moyenne un peu aisée. Il faut aller vers un peu la classe moyenne, il faut aller vers les jeunes, il faut aller vers des jeunes couples, il faut aller vers les groupes de voyage, etc. Il faut organiser des voyages au niveau du Maroc, il faut revoir toute la structure de Kounouz Biladi. Ça, c'est important, c'est le moment de le faire pour dynamiser, pour donner un coup de fouet au tourisme interne. Moi, je suis de l'avis que le tourisme national, pour être, si vous voulez, à l'abri de tous les aléas des changements qui peuvent se passer ailleurs, il faut qu'il développe d'une façon très stratégique et d'une façon bien réfléchie le tourisme interne avec une plateforme de réservation, avec une diversification, si vous voulez, des relais, également des segments qui sont ciblés par
par l'effort de marketing. Il faut revoir le Kunuz Biladi, le rendre beaucoup plus animé et beaucoup plus diversifié dans un sens et essayer de toucher plusieurs villes, essayer de toucher plusieurs groupes. Donc je vais juste dire un dernier mot et peut-être ouvrir le débat avec ceux qui sont avec les participants. On a parlé toujours de l'épargne et moi j'avais fait un projet de loi qui malheureusement n'avait pas été passé en 2016, mais il est toujours là et c'est le projet des cartes des chèques vacances. Et les chèques vacances, très importante idée d'épargne pour le voyage. La plupart des Marocains maintenant veulent voyager, mais il faut créer ce genre d'épargne en coordination avec les hôteliers, en coordination avec les restaurateurs au niveau de destinations bien déterminées. Et cette épargne, il faut que l'État mette également de l'argent parce que s'il y a des fonctionnaires, donc il y a la part de patronale qui est l'État, mais il faut également le travailler avec la CGM. Comme ça, les entreprises peuvent également contribuer à mettre en place cette épargne-là qu'on peut également fructifier, qu'on peut placer comme ça peut dégager plus d'argent, ça peut être des placements qui peuvent être capitalisés sur une période bien déterminée et ça peut donner des chèques vacances pour... Vous m'entendez? Je vous entends. D'accord. Alors, donc, cette épargne-là, c'est le moment de le faire. Le texte, il est là, il existe, il faut juste travailler avec la CGM, parler avec la CGM, parler avec l'État, surtout le ministère des Finances, et aller de l'avant par rapport à la mise en place de cela. Et le dernier point, bien sûr, c'est l'aérien. C'est l'aérien pour dynamiser des destinations qui sont loin. C'est tout ce qui est Ouarzazate, Rachidia, Zagora, et également Agadir, et Goulmim, Dakhla et Laayoune et tout ça, et même des destinations comme Al-Hoceima. Il y a bien sûr un travail qui a été fait avec les régions dans la création de ce qu'on avait à ce moment-là appelé les fonds de l'aérien. Il y a maintenant un travail qui se fait par les régions pour aider aider c'est-à-dire pour avoir des lignes sur les régions. Mais maintenant, il faut le faire dans un souci de tourisme. Il faut le faire dans le cadre de packages bien déterminés. C'est-à-dire, il faut faire les packages de Ouarzazate sur 3 jours ou 4 jours avec l'avion. On le faisait dans le temps, on le faisait il y a 15 ans au plus, avec bien sûr l'aérien, avec le transfert de l'aéroport et tout ça dans un package bien déterminé. Et il faut le faire sur toutes les destinations pour donner du goût aux Marocains, visiter des destinations comme Oujda et comme Marchika et comme Saïdia et également des destinations comme Rachidia et tout ça. Donc, il y a pas mal de Marocains qui voudraient le faire. Donc, ça mérite quand même toute une stratégie, une batterie de mesures à mettre en place pour le tourisme interne, mais c'est pas juste quelque chose de palliatif en attendant en attendant que les touristes marocains, que les touristes étrangers reviennent. Je pense qu'il faut le faire d'un point de vue stratégique et il faut que ça soit quelque chose de structurel dans notre politique touristique. Il faut créer, si vous voulez, ce Théo national ou cette plateforme, également peut-être des agences de voyage qui peuvent avoir la possibilité d'aller chercher des packages avec les hôteliers et prendre beaucoup de chambres sur le temps. Comme ça, on peut encourager les hôteliers à travailler plus à l'aise avec le tourisme national comme ils le font, avec les touristes nationaux comme ils le font avec les touristes étrangers. Donc, je vais m'arrêter là, comme ça on peut répondre aux questions qui sont peut-être postées, également s'il y a d'autres questions. Angélique. Oui, merci Monsieur Haddad. Alors, est-ce que ces mesures que vous préconisez, est-ce qu'elles figurent dans le projet de loi qui a été voté aujourd'hui à la Chambre des représentants? Le projet de loi, c'est uniquement parce que il y a des avoirs chez l'ARAM, chez également des compagnies
des agences de voyage et parce qu'il manque de liquidité pour rembourser les clients qui n'ont pas pu voyager. Donc, la loi ne permet pas de comptabiliser ça comme des avoirs. Maintenant, ils peuvent comptabiliser ces paiements en tant qu'avoirs et après, ils peuvent les transformer en voyage dans l'avenir. Donc c'est ça, c'est-à-dire parce qu'ils sont obligés par la loi de restituer l'argent aux gens qui n'ont pas utilisé ce voyage-là. Maintenant, la loi leur donne la possibilité de le mettre en termes d'avoir comme une certaine obligation. Et puis, c'est une obligation qui peut être honorée dans l'avenir. C'est ça la loi. Et c'est important pour des agences de voyage qui ont dû collecter de l'argent de chez des citoyens qui voulaient voyager, également de la rame qui a également été payée pour des voyages qui n'ont pas été implémentés. Ces avoirs, peut-être d'un point de vue juridique, Maître Mohamed Oulkouir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'un point de vue peut-être de droit de la consommation? Est-ce que privilégie davantage les professionnels du tourisme, peut-être au détriment des consommateurs qui ne pourraient pas se voir rembourser des prestations non effectuées? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Maître Oulkouir. Oui, effectivement, Angélique, il y a un sujet, et d'ailleurs les associations de protection de consommateurs se sont érigées contre ce projet de loi 3020 en considérant que on sacrifiait quelque peu les droits des consommateurs sur l'autel de la poursuite de l'activité ou de la trésorerie de ces agents ou de ces compagnies aériennes. Donc il y a un véritable sujet. En l'état actuel du droit, et tant que cette loi n'est pas promulguée, il n'y a a priori pas de possibilité pour les agences de voyage ou les compagnies aériennes d'échapper à leurs obligations avec cette loi. Effectivement, ça va leur permettre de générer et de sauvegarder un peu de trésorerie. Alors, ce que j'ai compris de ce projet de loi 3020, mais je parle sous le contrôle de Monsieur Haddad, c'est que finalement, l'idée est de prévoir une durée, je crois, de 12 mois pour un avoir sur une période de 12 mois, où celles et ceux qui le pourraient utiliser finalement leur billet d'avion. Et à terme, si le billet n'est malgré tout pas utilisé, d'obtenir là un remboursement en numéraire à l'issue de cette période. Donc, c'est en fait faire un peu d'épargne forcée aux différents ménages ou aux entreprises, parce que ça concerne un certain nombre d'entreprises qui ont contracté différents contrats pour voyager. Donc, ça pose un véritable problème. Toujours la problématique quand il y a à trancher ou à arbitrer entre deux intérêts antagonistes. Et là, c'est effectivement assez délicat et assez compliqué d'arriver à trouver une solution équilibrée. Il faudrait que, au final, dans l'ensemble, entre toutes ces mesures, les uns puissent parvenir à s'en sortir. Mais c'est effectivement assez surprenant. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt que… Parce que l'essentiel pour cette période-là, c'est que les flux financiers puissent continuer à circuler. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu organiser de manière significative des possibilités de prêts, comme ça a été évoqué, avec des taux zéro, des taux réduits garantis par l'État à ces différentes organisations, de telle sorte qu'elles puissent honorer leurs engagements et rembourser ceux qui souhaitent être remboursés, et on aurait du coup une circulation de l'argent entre ces différentes contreparties. Parce que là, ce qui risque de se passer avec ce projet de loi, qui a priori, on aura très bientôt sans doute des modalités de prêts octroyés à ces différentes entités. Si on leur prête de l'argent à taux zéro ou avec un taux faible, c'est malgré tout pour pouvoir honorer leurs obligations et pas se constituer de la trésorerie supplémentaire avec des sommes qui doivent être remboursées. Donc il y a une problématique de fond, mais il semblerait que le gouvernement soit décidé à faire passer cette loi malgré l'opposition des associations de consommateurs et qu'elle sera votée. Après, on pourra réfléchir à sa mise en œuvre par les tribunaux, aux éventuelles contestations. Est-ce que cette loi est réellement conforme aussi à la Constitution? Bon, il y a quelques sujets qui peuvent être discutés par la suite au plan juridique, mais il est nécessaire que toutes ces mesures qui sont en train d'être prises, et je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure, en demandant si le projet de loi contenait d'autres aspects, et notamment certaines des propositions faites par M. Haddad,
Et il me semble assez dommage, alors je comprends le besoin de célérité, mais il me semble assez dommage que justement on fasse une loi qui couvre si peu d'aspects et qu'on n'ait pas un plan de relance général pour le tourisme couvrant ces différents éléments. Là, on traite uniquement l'aspect trésorerie et immédiate de ces différentes organisations. Je sais que certaines agences de voyage réclamaient aussi un moratoire sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les agences de voyage qui est entrée en vigueur en 2019 et pour lesquelles les agences de voyage ont 2 années pour se mettre en conformité, donc jusqu'en janvier 2021. Bon, il y a plusieurs thématiques comme ça au plan juridique stricto sensu qui doivent être abordées et qui le seront sans doute ultérieurement, mais effectivement, on a là quelque chose qui passe pas très bien au niveau de l'opinion publique marocaine. Angélique, je peux… Oui, allez-y. Oui, je suis d'accord avec Maître Khouir parce que il y a un débat par rapport à ça. Est-ce que on ne favorise pas peut-être les entreprises au détriment des citoyens? Mais il faut également savoir que 2 ou 3 choses. La première, c'est que c'est également des B2B, c'est-à-dire c'est entre les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire, il peut y avoir des agences de voyage avec des hôtels ou des hôtels avec d'autres entreprises qui organisent un voyage. Donc, ce n'est pas juste les citoyens et les entreprises. Donc, c'est également les entreprises entre elles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, du point de vue constitutionnel, il y a l'article 40, je pense que c'est l'article 40 ou 39, qui dit que tout le monde doit se mobiliser quand il y a, par exemple, une catastrophe ou quelque chose comme ça. Donc, l'effort national de mobilisation et également de contribution à l'effort national pour faire face à une certaine… Donc, c'est un peu forcé, si vous voulez, mais c'est comme ça. C'est un peu semblable à ce qu'on a fait avec les employés, les fonctionnaires qui ont dû contribuer à 3% de leur salaire sans les consulter, également d'autres. Donc, mais d'un point de vue constitutionnel, peut-être que les pouvoirs publics vont sortir ce genre de choses que dans le cadre d'une crise d'une envergure telle que celle-là, donc on doit devoir faire des choses. Mais je suis d'accord qu'il y a bien sûr un certain, il y a un malaise que ça a créé chez pas mal d'associations qui défendent les droits des consommateurs et je comprends cela. Mais également, il faut comprendre que toutes les entreprises sont presque à plat. Il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas de liquidité, qui sont rouges, qui ont perdu, qui ont peut-être n'ont pas dû être payées. Et il y a pas mal de malheurs. Donc, quand on parle du tourisme, on parle au macro, mais il y a des petits malheurs ici et là. Et ça, c'est un problème. Il y a également, et ils n'ont pas c'est-à-dire surtout pour les grandes chaînes, ils n'ont pas de problème à rembourser, par exemple, les gens, mais par exemple, pour les petits hôtels, les petites entités ici et là, et elles sont nombreuses au niveau du tourisme, c'est un peu difficile d'avoir toute la trésorerie pour pouvoir faire face à tout. Et donc, je pense que c'est salutaire pour pas mal de petites entreprises qui ont un problème de liquidité. Ça, d'une part. La deuxième des choses, c'est que moi aussi, j'aurais souhaité que ça soit dans le cadre d'une approche générale. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire pour le tourisme et voilà les mesures qu'on va entreprendre. Je pense que ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore acté. Le gouvernement, par le biais du comité, a demandé à la CGM de formuler les recommandations sectorielles et je pense que la CNT est en train de formuler également, c'est ce qu'elle a publié, c'est ce qui a été un peu révélé dans la presse par rapport aux différentes mesures. Quelques exemples de ces mesures, je viens de les citer dans l'introduction. Oui, alors j'avais perdu ma connexion, excusez-moi. Donc, Monsieur Haddad, vous aviez réagi aux propos de Monsieur Oulkouir, j'imagine, sur le projet de loi. Alors, je vous propose de continuer avec les questions des participants, Monsieur Haddad, si ça vous va.
Alors, comment on procède? Vous les lisez? Oui. D'accord, allons-y. Alors on avait une question assez générale sur cette crise. Ne va-t-elle pas pousser les opérateurs à repenser le business model touristique? Qu'en pensez-vous? Ben, moi, je pense qu'il faut le faire et ils vont le pousser à le faire parce que avec toute la digitalisation qui se fait, le business model qui est basé une partie sur le tour operating, il était déjà en phase de disparition. Il y a un nouveau modèle qui est en train d'apparaître, mais maintenant peut-être c'est le coup de grâce au modèle tour operating. Donc il faut aller vers beaucoup plus de digitalisation, faire beaucoup plus de marketing dans le digital et également essayer de trouver essayer d'aller voir un peu l'expérience touristique et essayer et de promouvoir, si vous voulez, cette expérience du Maroc dans l'hôtel ou dans l'entité, par exemple, touristique en question. Donc, il est tout un business model qu'il faut changer. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, généralement, c'est de baser le tourisme sur la consommation locale en premier lieu à 40%, et puis essayer d'aller chercher les relais de croissance dans des marchés qui sont diversifiés. Il ne faut pas juste se baser sur le marché français et espagnol parce que ça, c'est une dépendance qui est un peu risquée. Le marché français, il est très important et espagnol est important, mais il faut aller chercher des relais de croissance en Afrique de l'Ouest, en Asie, avec le vol de la rame vers la Chine. Il faut le chercher également au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et l'Europe centrale, et en Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il y a pas mal de relais de croissance qu'il faut trouver pour diversifier beaucoup plus pour diversifier l'offre marocaine. Ça, c'est important également. Et puis, moi, je pense qu'il faut également aller dans le sens de développement beaucoup plus de notre offre qui est de l'offre marocaine en matière de tout ce qui est culturel, parce qu'on ne fait que peut-être 10% de ce qui offre la richesse culturelle du Maroc. Il y a tout le projet Mdinti qui est en train, les villes anciennes et médiévales qui sont en train d'être refaites. Donc, il faut repenser le tour des villes impériales, il faut repenser le tour, par exemple, du Sud. Il faut inclure maintenant beaucoup d'autres destinations culturelles qui sont aussi importantes, aussi riches et tout ça. Et donc, ça aussi, c'est dans le modèle qui a été développé dans les années 70 et 80 qu'il faut le repenser également pour diversifier, si vous voulez, l'offre culturelle marocaine et même diversifier, l'arrimer, si vous voulez, à l'offre de tout ce qui est l'offre mer et l'offre écologique au niveau des montagnes et tout ça. Donc, il y a tout un travail à faire et ce travail-là, c'est pour, si vous voulez, mettre à l'abri le tourisme marocain des aléas et des changements à l'international. Mais la deuxième des choses qui est très importante dans le modèle, il faut maintenant penser que tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est risque sanitaire sera très important pour les touristes, pour leur choix. Donc, c'est ça que les entreprises doivent mettre en exergue pour dire, par exemple, que c'est un espace qui est protégé, voilà les mesures qui sont entreprises, voilà ce qu'on fait au niveau de nettoyage, voilà ce qu'on fait au niveau de la réception, de la restauration, etc. Donc, toute cette expérience maintenant va être colorée par cet impératif très important qui est le souci de risque sanitaire qui est très, très, très important, qui va devenir très important dans la recherche de destination de la part de pas mal de touristes. Vous parlez de la digitalisation et du e-commerce. Comment le secteur touristique peut-il bénéficier concrètement de cette digitalisation, de ce e-commerce après la crise? Ben écoutez, vous savez par exemple l'expérience portugaise, qu'est-ce qu'ils ont fait il y a maintenant 5 ans ou 6 ans? Ils ont supprimé leur participation dans la plupart des foires et l'ont épargné de l'argent et ils ont investi les médias sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram et les autres d'une façon à créer des communautés qui parlent de la destination au Portugal et ça a donné un résultat
très important. Et il faut également utiliser le digital pour créer des plateformes de discussion et des plateformes également de réservation pour le tourisme national, mais également pour aller chercher des relais de croissance dans des destinations, dans des marchés importants. Ça, c'est également une façon de le faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tourisme maintenant, il devient beaucoup plus basé sur la personnalisation de l'expérience touristique. Et cette personnalisation de l'expérience touristique ne peut se faire que à travers l'utilisation de la digitalisation et de l'intelligence artificielle pour voir quels sont les touristes, comment ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs prédilections, qu'est-ce qu'ils préfèrent, etc. Et essayer d'interagir avec eux en comprenant ce qu'ils veulent, en essayant de regarder leur expérience et interagir avec cette expérience avant de venir durant le séjour et après le séjour. Ça, c'est très important. C'est tout le travail de personnalisation du voyage et ce n'est qu'à travers le digital qu'on peut faire ça. D'accord. Alors, on a une question pour Maître Oulkouir. Alors, j'ai vu que vous y aviez répondu, mais peut-être qu'on peut en faire profiter les personnes qui n'auraient pas vu la question. Des engagements contractuels des établissements touristiques en difficulté, notamment ce qui concerne le paiement des redevances de location-gérance et d'autres difficultés. Monsieur Oulkouir. Oui, effectivement, j'ai répondu rapidement par écrit. En fait, le cadre est assez simple juridiquement. Soit puisque c'est un contrat, quelle que soit la nature, les spécificités du contrat, ça reste un contrat avec deux parties et une obligation d'exécution de part et d'autre, le paiement d'un loyer contre la mise à disposition d'un local. Et comme tout contrat, alors ils peuvent être l'objet d'un certain nombre d'empêchements et la force majeure peut caractériser, et ces empêchements peuvent parfois relever de la force majeure. Donc, soit on a une clause de force majeure dans le contrat et on la met en œuvre, en général avec une première phase de suspension temporaire et ensuite une phase de résiliation. Mais c'est peut-être pas l'intérêt de l'une ou l'autre des parties. Et quand bien même il n'y aurait pas de clause de force majeure dans le contrat de travail, dans le contrat de location-gérance, dans ces cas-là, on peut recourir à l'article 269 de mémoire du DOC, donc l'équivalent du Code civil au Maroc, qui prévoit cette possibilité de ne pas exécuter ses obligations quand on a une raison légitime de le faire, avec ces trois caractères extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité des faits qui empêchent proprement l'exécution du contrat. Donc là, il y a effectivement cette option-là de la force majeure si on est en mesure de démontrer que c'est le cas. Bon, par exemple, pour les compagnies aériennes, pour l'hôtellerie, il me semble qu'on est véritablement dans ce type de situation. Beaucoup d'hôtels ont dû purement et simplement fermer leurs portes parce qu'il n'y avait plus aucun client, notamment dans ces zones, les hôtels qui recevaient beaucoup de touristes internationaux, bon, là même nationaux, puisqu'il n'y a aucune liberté de circulation entre les villes et il y a un confinement assez strict. Donc, on peut, en examinant la situation au cas par cas, relever ou non l'existence d'un cas de force majeure. Et il me semble que c'est largement reconnu pour les compagnies aériennes, pour un certain nombre d'hôtels. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette force majeure-là qu'il me semble aussi que ce projet de loi 2030 a été voté, puisque c'était expliqué, et c'est peut-être ça qu'il faut expliquer aussi aux associations de consommateurs, c'est qu'in fine, en faisant cet arbitrage-là, d'ordonner ou d'exiger qu'il y ait un avoir dans un premier temps et un remboursement éventuellement si l'avoir n'est pas utilisé pendant une période de 12 mois, on protège aussi le consommateur puisque en cas de faillite pure et simple, ils ne récupéreront rien du tout. Et s'ils invoquent la force majeure en disant qu'ils n'ont pas pu exécuter du fait de la force majeure, ça va leur permettre aussi également de ne pas exécuter immédiatement et de ne pas rembourser immédiatement. Et donc là, au lieu de laisser les tribunaux trancher au cas par cas et examiner ce qui relève de la force majeure, ce qui n'en relève pas dans chacune des situations spécifiques, le législateur met en place ce cadre-là
qui va permettre effectivement d'éviter aussi beaucoup de conflictualité et un engorgement des tribunaux pour ces questions. Donc, on est un peu dans cette logique-là avec cette pandémie tout à fait exceptionnelle et cette crise qui l'est tout autant, dans quelque chose qui peut effectivement s'apparenter à de la force majeure et qui peut permettre de donner une grille de lecture par la suite des obligations concernant les uns et les autres. Et j'avais répondu aussi à la question de savoir si les hôteliers étaient concernés, des gens qui auraient commandé 2 nuitées, 3 nuitées et qui finalement n'ont pas pu venir et n'ont pas pu… et souvent, soit ont payé, soit n'ont pas payé, parce que souvent on réserve sans payer quand c'est des nuits d'hôtel, ce qui n'est pas le cas par exemple pour des billets d'avion, des agences de voyage où on paye d'abord, on le prend plus tard. L'hôtel, très souvent, on peut réserver, ne pas payer et payer au départ. Donc là, ça peut être la problématique en sens inverse, de savoir si j'ai réservé des nuits d'hôtel mais que j'ai jamais payé et que j'ai utilisé du fait de la force majeure, est-ce que pour autant je dois les payer ou est-ce que je subis les pénalités que prévoient les hôteliers aussi dans certaines situations. Donc, on a cette loi ce projet de loi 3020 couvre, à mon avis, aussi clairement ces différentes situations et tranche d'un point de vue législatif cette question-là qui aurait dû se produire devant tous les tribunaux du royaume ou une grande partie d'entre eux sur à chaque cas force majeure, pas force majeure. Là, on a une solution collective et globale. Merci, Monsieur Houlquir. Alors, on a une question qui nous fait revenir sur la digitalisation dont vous parliez, Monsieur Haddad, et la nécessité de développer dans le secteur du tourisme cette digitalisation. Comment faire dans les zones rurales, en fait? Comment faire pour imposer aux opérateurs du tourisme cette digitalisation, sachant qu'il y a des zones rurales qui n'ont pas forcément accès à tous ces outils? Y a-t-il une stratégie à court terme ou à long terme? Que proposeriez-vous? Écoutez, oui, c'est un défi qui se pose. Il se pose maintenant avec l'enseignement à longue distance et le défi du rural, il se pose. Mais on est en train de parler beaucoup plus de relations avec les clients qu'avec le monde rural lui-même. Il y a une entité qui est placée dans le rural, elle aura des problèmes de connexion. Mais la connectivité, ça s'est amélioré d'une façon incroyable durant les dernières années. Je pense qu'on va aller beaucoup plus vers plus de connectivité. Donc, ça ne posera pas de problème. Mais on est en train de parler beaucoup plus des relations entre les entités, entre les établissements touristiques et les clients. Donc, qu'ils soient dans l'urbain ou dans le rural, ça ne doit pas poser un problème. Mais j'en conviens, par exemple, pour les touristes qui viennent dans le rural, il y aura des problèmes de connectivité quelque part ici et là, là où il n'y a pas la couverture, par exemple, la couverture. Mais je pense qu'il y a des avancées importantes dans ce sens-là. Et il faut peut-être, moi je pense qu'une digitalisation, ça demande également de l'infrastructure et il faut travailler avec les gouvernements pour combler ce genre de choses. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Haddad, de la nécessité de repenser le tourisme au Maroc et peut-être de se tourner vers, le tourisme interne, vous l'avez dit, mais aussi un tourisme peut-être plus centré sur l'Afrique. Quel serait l'avantage par rapport au tourisme habituel qui accueille beaucoup d'Européens, par exemple? Quels sont les avantages de ce nouveau tourisme peut-être plus centré sur le continent africain? Je ne dis pas que le fait qu'il y ait beaucoup d'Européens, c'est nécessairement quelque chose de mal. Non, c'est bien, c'est une bonne chose. Et si on peut avoir plus d'Européens, c'est mieux. Mais si on veut diversifier, il faut aller au-delà des 2 ou 3 marchés européens. Entre la France et l'Espagne, c'est 50%. Donc c'est une dépendance il faut développer ces 2 marchés. Il faut avoir beaucoup plus d'Espagnols et de Français qu'on peut. Mais il faut aller chercher des relais de croissance dans d'autres marchés, comme ça, on n'est pas dépendant juste de 2 marchés. Ça, c'est un risque, et ce risque-là, il ne faut pas l'avoir. Mais également, j'ai parlé du fait qu'il faut développer le tourisme interne, etc.,
comme base, si vous voulez, du tourisme marocain. Le problème, et j'avais cité pas mal de problèmes, il y a un problème d'ordre fiscal. C'est que pour le tourisme interne national, il est taxé à tarif plein, à 31%, alors que, par exemple, pour le tourisme externe, il est taxé à 17,5% parce que c'est considéré comme de l'export. Donc, c'est pour cela que les opérateurs préfèrent le tourisme externe du tourisme interne. Et il y a également un problème qui est structurel. Il faut qu'on trouve une solution. C'est pourquoi on avait opté pour les stations Biladi, on avait opté pour d'autres modèles. C'est le fait qu'à 60%, l'offre marocaine, c'est une offre de luxe à 60%. Donc, par exemple, si vous allez sur Marrakech, Casablanca, etc., c'est beaucoup plus les 5 étoiles qui représentent, si vous voulez, le plus grand volume, 60%. Et l'autre chose également, tous ceux qui disent qu'on on peut remplacer le tourisme en général par le tourisme national. La capacité du tourisme national ne peut pas aller actuellement à 30%. On peut travailler pour encourager plus de Marocains à voyager, on peut arriver à 40%, mais on sera toujours dépendant à 60% du tourisme externe et c'est pour cela qu'il faut aller le diversifier beaucoup plus. Par exemple, il y a des marchés qui sont très proches, mais qu'on n'a pas bien développé. Par exemple, le marché turc, il est très important comme marché. On n'a pas bien développé ce marché-là. Le marché égyptien, qui est très important également pour le Maroc, le marché saoudien, ce sont des marchés qui sont très porteurs. Le marché, par exemple, tout l'ouest de l'Afrique. Il y a l'arabe qui est très présente dans l'ouest de l'Afrique, mais malheureusement, ce qui passe, c'est de l'ethnique à travers Casablanca, moins de touristes. Ça, on peut le capter. Ça existe. Il y a des centaines de milliers de passagers qui passent par le parc Casablanca et on peut le capter. On avait pensé à un moment de le faire, mais quand le problème au Maroc, c'est quand le tourisme international européen est en bonne santé, on oublie tout ça. Maintenant qu'il y a une crise dans le tourisme, dans les marchés européens, il faut développer ce genre de choses, mais il faut les développer d'une façon durable. Comme ça ne devient pas juste quelque chose, un refuge au moment de la crise. Ça devient quelque chose qui fait partie de tout l'écosystème touristique. Merci, Monsieur Haddad. Alors, on a de ce webinaire. Est-ce que peut-être Salma, est-ce que tu veux ajouter une question qu'on n'aurait pas, que je n'aurais pas vue? Alors peut-être que je peux prendre une dernière question et puis vas-y Salma si tu as une question. Oui. Vas-y, je t'en prie. Alors je voulais juste avoir votre avis, une question qui a été posée par rapport à l'autorisation des entreprises qui conservent 80% des emplois, donc le paiement de leurs salariés sur la base du nez, en plus de la défiscalisation des départs en retraite anticipés. Donc qu'en pensez-vous à ce sujet? Je pense que c'est-à-dire la plupart des entreprises ont bénéficié de l'apport du gouvernement en matière de licenciement. C'est-à-dire il y a pas mal de gens maintenant qui sont à l'arrêt de travail. Ils reçoivent les 2000 dirhams de la part du gouvernement. Il y a également des reports en termes de bilan, de dépôt de bilan pour 2019. Il y a également des reports de crédit et l'État vient d'annoncer il y a 3 jours que les intérêts qui vont, c'est-à-dire les intérêts de ce report-là vont être payés entre l'État et les banques. Mais ce qui est encore pas clair pour le secteur touristique, est-ce qu'il y aura une annulation, un report des charges salariales sur toute l'année? Est-ce qu'il y a un report également de l'IS et également et d'autres taxes
jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'il y a un report, par exemple, de tout ce qui est fiscalité locale qui est encombrante pour pas mal d'entreprises jusqu'à la fin de l'année? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette question de liquidité pour les entreprises, un accès à crédit avec des taux préférentiels et également avec des conditions qui peuvent soulager les entreprises touristiques? Tout cela, on n'a pas encore eu d'écho de la part du gouvernement. Et c'est ça, c'est ce qu'on va avoir peut-être dans une semaine ou 2 semaines, on va avoir une idée de ce que prévoit le gouvernement pour ce secteur, qui est un secteur très, très, très important pour l'économie marocaine. D'accord. Alors, je vais prendre une dernière question peut-être sur le rôle de l'Office marocain du tourisme. Comment se positionne-t-il pour aider les opérateurs en difficulté? Je ne sais pas si Monsieur Haddad, vous pouvez répondre à cette question. Je pense parce que l'Office, il a plus de possibilités en termes de budget d'investissement, sauf qu'il sera également affecté de plein fouet parce qu'il y a maintenant un recentrage et une discussion par rapport à la loi de finances. Je ne pense pas qu'ils vont toucher à la dotation qui a été consentie pour l'ONMT. De toutes les manières, je ne le recommande pas parce qu'il en a besoin pour faire le travail de promotion de la destination Maroc. Et je pense en faisant ce travail de promotion, il doit travailler avec les promoteurs et il faut les aider. Mais il faut les aider dans des plans d'action qui ont en relation avec tout ce qui est promotion. Ce dont on est en train de parler, c'est la solvabilité de ces entreprises. Donc, est-ce qu'elles vont rester en vie? Est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à opérer dans un climat où il n'y a pas beaucoup de clients, etc. Donc ça, mais pour les aider en matière de promotion, c'est l'ONMT qui va le faire. Mais il faut également savoir qu'une partie du budget de l'ONMT vient de la taxe aérienne. Et la taxe aérienne, ça lui ramène quelque chose comme 3 millions, 4 millions de dirhams, si je me rappelle bien, peut-être plus maintenant, parce que c'est une taxe aérienne qui est divisée c'est-à-dire on donne une partie, 50% à l'ONMT, 50% au fonds on l'appelle le fonds d'entraide sociale ou le fonds de collaboration sociale. Alors, ce fonds-là va être affecté par le fait que l'aérien ne marche plus, c'est-à-dire il est à l'arrêt depuis maintenant 2 mois. La deuxième des choses, c'est que 120 millions à 140 millions de dirhams, ça vient de la taxe de promotion des établissements touristiques, dans les hôtels, des hôtels. Ils sont à l'arrêt également, donc il n'y a pas de taxe dans ce sens-là. Donc il y aura un manque à gagner important pour ces 2 mois et même pour les mois qui viennent parce qu'il n'y aura pas d'activité dans le budget de l'ONMT. Donc, il n'y aura, ce qui est sûr, c'est juste la dotation qui est donnée par l'État dans le cadre de la loi de finances qui reste pour l'ONMT. Donc, il n'aura pas les reins vraiment solides pour faire le travail qu'il faisait avant. Mais c'est déjà ça, c'est déjà là. Donc, il faut faire avec ça en attendant de meilleurs jours. Hein. Merci. Merci, Monsieur Haddad, pour ces précisions sur l'impact de la crise sur le secteur du tourisme. Merci, Maître Oulkouir, pour les précisions juridiques que vous avez pu apporter, que ce soit par oral ou par écrit. J'ai vu que vous aviez répondu à une question par écrit. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Maître Oulkouir, avant de se quitter? Oui, alors préciser que concernant ce qui était évoqué sur le salaire net, en fait, il s'agit d'exonération de charges sociales et d'impôts. C'était ça qui est demandé. Bon, ça, c'est un point qui va être discuté, je pense, et on verra si ça va s'appliquer sur la durée. Concernant les retraites anticipées, en fait, on a déjà la possibilité de le faire, puisque si quelqu'un est à 1, 2 ou 3 années de la retraite, on peut simplement rompre son contrat et lui verser, par exemple, l'indemnité de licenciement, et elle sera défiscalisée.
Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. On la versera au titre d'indemnité de licenciement, enfin le montant qui sera convenu, et ça donnera une indemnité versée aux salariés sans fiscalité ni charge sociale. Donc, ce mécanisme-là est utilisable. Après, il y a un autre point important peut-être à évoquer, c'est qu'on a sur le tourisme intérieur, c'est qu'en 2019, on a eu, je crois, de l'ordre de 2 milliards d'euros dépensés à l'étranger par des touristes marocains. Et donc, il y avait par exemple beaucoup plus de touristes marocains en Espagne que de touristes espagnols au Maroc l'année dernière. Et donc là, c'est aussi un axe à creuser. Mais cet axe qui doit être creusé pose un certain nombre de problématiques. Si les Marocains vont en été en Espagne, au Portugal, en Turquie, par exemple, il y a effectivement une problématique de prix, mais il y a aussi une problématique aussi en matière de liberté. Ils se sentent beaucoup plus libres parce qu'on sait qu'au Maroc, on a certaines problématiques sur les hôtels, les certificats de mariage à apporter. Donc, il y a aussi peut-être en termes de liberté publique un travail à effectuer de ce côté-là si on veut promouvoir le tourisme intérieur et notamment comme élément de substitution par rapport à ces personnes très nombreuses qui vont sur la Costa del Sol, alors qu'il y a des plages tout aussi belles et un soleil tout aussi chaud. Donc, c'est qu'ils vont chercher autre chose. Et c'est certainement peut-être un rapport qualité-prix, sachant qu'en plus, ils payent le trajet et le transport. Donc, il y a cette question de rapport qualité-prix et la question, effectivement, des libertés. Merci, Monsieur Oulkouir. Monsieur Haddad, merci à vous. On a bien compris que le secteur du tourisme était face à un défi immense et qu'il doit un peu repenser son modèle économique, son business model. Avez-vous un mot, vous voulez ajouter un dernier mot pour conclure, Monsieur Haddad? Oui, j'ai juste un mot par rapport à les Marocains qui vont à l'étranger pour… Bien sûr, moi, je suis d'accord avec Maître Oulkouir qu'il y a une expérience peut-être différente que les Marocains cherchent à l'étranger. Il y a moins de liberté. Ici, il y a des problèmes avec les hôtels, bien sûr, parce que c'est imposé par la loi, etc. Donc, tout ça, moi, j'en conviens. Mais la chose qui me dérange également dans cette situation, c'est qu'il y a $1 milliard qui sort à l'étranger, c'est outbound, mais en même temps, sont très rares les entreprises touristiques qui en bénéficient d'ici du Maroc. Par exemple, il n'y a pas d'agence de voyage, par exemple, qui travaille avec les touristes marocains qui vont à la Costa del Sol. Ils ne peuvent pas aller, par exemple, chercher les contrats avec la Costa del Sol et le vendre aux Marocains. Et ils font un petit peu pour la Turquie, ils font un petit peu pour par exemple, pour les îles Canaries, mais rien, par exemple, pour l'Espagne, etc. Alors, l'outbound, dans pas mal de pays qui sont des destinations matures, c'est-à-dire les touristes qui vont de l'Allemagne vers d'autres pays, ce sont les Allemands qui les encadrent, ce sont les entreprises allemandes qui les encadrent parce qu'ils veulent aller avoir une expérience à l'étranger, mais ils essaient de gagner un petit peu de ce tourisme-là. Nous, au Maroc, on ne le fait pas, on ne regarde pas ces touristes, on les regarde un petit peu, il y a quelques agences qui le font, qui font des petits packages ici et là, mais la plupart ne le fait pas. Et c'est un manque à gagner énorme, c'est encore beaucoup plus important que le Hajj et la Umrah parce qu'il y a des agences qui sont spécialisées dans le pèlerinage et dans le voyage à la Mecque, c'est important. Mais en matière de valeur ajoutée, il y a beaucoup plus de valeur à essayer d'encadrer ce marché-là. Bien sûr, il faut essayer d'avoir les choses à part les maîtres queer ici au Maroc pour capter une bonne partie de ces Marocains ici, mais également ceux qui veulent voyager, il faut les encadrer par les agences de voyage, par des offres, etc., que les Marocains, et on peut garder une partie de cet argent ici au Maroc. Très bien, merci beaucoup Monsieur Haddad. Merci Monsieur Oulkouir d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'avoir participé à ce 12e webinaire, dont un enregistrement est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion Livestorm. Je vous donne rendez-vous dès demain à 11h sur ce même site avec Saad El-Mernissi, avocat chez DLA Piper, qui évoquera les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique. Très bonne fin de journée à tous et merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.